l'occasion du sommet élargi de BRICS à Kazan, le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. L'industrie de caoutchouc vietnamienne s'oriente vers une production qui empêche la déforestation afin de répondre aux normes d'importation de l'UE. Découvrons les lettres de guerre qui témoignent du courage, de l'amour de la patrie et d'une foi éternelle au jour de la paix des Vietnamiens. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. À l'occasion du sommet élargi des BRICS à Kazan, le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine le 24 octobre au soir. Phạm Minh Chính a félicité Vladimir Poutine pour le succès des sommets des BRICS et BRICS+, ainsi que de l'ensemble des activités du bloc en 2024. Les deux dirigeants ont pris note d'un développement constant du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie, estimant néanmoins que certains objectifs n'avaient pas encore été atteints. Ils ont ainsi convenu de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme, tout en l'étendant vers de nouveaux secteurs tels que les énergies renouvelables et les infrastructures. L'énergie et le pétrole demeurant l'un des piliers essentiels des relations bilatérales. Phạm Minh Chính et Vladimir Poutine ont décidé de favoriser l'extension des activités des entreprises pétrolières dans deux pays, au Vietnam et en Russie. Enfin, Phạm Minh Chính a demandé à la Russie de faciliter la vie, le travail et les études des Vietnamiens sur son territoire et, ce faisant, de renforcer l'amitié et la coopération entre les deux peuples. Toujours en marge du sommet des BRICS+, 2024 à Kazan, en Russie, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu une entrevue avec le président vénézuélien Nicolás Maduro. Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé son espoir que les liens économiques, commerciaux et d'investissements bilatéraux se développeront plus intensément dans l'intérêt des peuples des deux pays. De son côté, le président Nicolás Maduro a félicité le Vietnam pour ses remarquables réalisations socio-économiques au cours de la dernière décennie. Les deux dirigeants ont noté avec plaisir l'évolution positive de leurs relations bilatérales et ont affirmé leur détermination à renforcer davantage la coopération, la rendant plus intense, plus efficace et plus complète. Ils ont convenu de convoquer la prochaine session du comité intergouvernemental pour promouvoir la coopération économique, commerciale et l'investissement. En outre, ils se sont engagés à mettre en œuvre efficacement les accords existants, notamment dans les domaines de l'agriculture, du pétrole et du gaz et des télécommunications. Et en marge du sommet, Phạm Minh Chính s'est également entretenu avec les dirigeants d'Afrique du Sud, de l'Azerbaïdjan, du Kyrgyzstan, du Tadjikistan, du Congo, de l'Iran, ainsi qu'avec le secrétaire général de l'ONU. Ces discussions ont principalement porté sur le renforcement des liens économiques et commerciaux. Un entretien particulier avec le président de la Commission eurasienne a permis d'aborder la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique, UEA. Dans le cadre de sa 8e session, l'Assemblée nationale a débattu ce vendredi d'un projet de loi majeur sur l'aménagement urbain et rural sous la présidence de Trần Thanh Bẫn. Ce texte, qui devrait être adopté lors de la session en cours, propose une refonte significative du cadre juridique existant. Le projet introduit 9 innovations majeures, notamment une simplification des procédures administratives et une plus grande autonomie accordée aux collectivités locales. Certains députés ont souligné que pour remédier aux limitations actuelles du développement urbain, il est essentiel de définir clairement la structure urbaine et de préciser l'agence responsable de la planification. Les députés de l'Assemblée nationale ont également suggéré d'examiner la réglementation relative à la demande d'avis aux organismes de gestion de l'État, aux organisations, aux experts et aux collectivités locales en matière de planification urbaine et rurale.
Et passons tout de suite aux informations économiques. Fin septembre, les exportations de riz du Vietnam ont atteint 6,9 millions de tonnes, soit une augmentation de 23% par rapport à la même période de l'année dernière. Pour renforcer leur compétitivité face aux principaux exportateurs comme l'Inde, les entreprises vietnamiennes d'exportation de riz doivent ajuster leur stratégie afin de maintenir leur position sur le marché. En octobre, une marque de riz vietnamienne a notamment été lancée avec succès au Japon, devenant ainsi la deuxième marque vietnamienne à entrer sur ce marché exigeant. Pour importer du riz vietnamien au Japon, les produits doivent se conformer à des réglementations strictes, notamment des limites de résidus de pesticides sur 624 critères vérifiés au cours de 3 étapes d'inspection. Cependant, après 2 importations réussies, le processus d'entrée des produits à base de riz sur le marché japonais est devenu plus facile avec des délais de procédure raccourcis. Les exportations de riz vietnamien vers le Japon devraient encore augmenter dans les mois à venir. D'ici la fin de l'année, l'Union européenne interdira l'importation de caoutchouc et de produits en caoutchouc fabriqués à l'aide de processus qui causent des dommages environnementaux. L'industrie du caoutchouc vietnamienne est donc incitée à s'orienter vers le verdissement en déployant un processus de production qui empêche la déforestation et la dégradation des forêts. Près de 2000 hectares de caoutchouc de la ferme Phu Rien d'Or sont plantés conformément à la norme de la chaîne de traçabilité POFC-COC. Il s'agit de la nouvelle version de la certification forestière nationale. Les critères environnementaux sont la priorité pour les forêts durables. Les facteurs liés à l'eau, à l'environnement et aux routes doivent être respectés. Le groupe de caoutchouc du Vietnam vise d'ici 2025 à ce que 40 à 45% de sa superficie et de ses forêts plantées soient certifiées pour une gestion forestière durable et que 75 à 80% des usines de transformation du latex soient certifiées pour la chaîne de traçabilité. Cela fournira la base pour que l'industrie du bois réponde aux normes d'exportation. Nous garantissons l'origine du bois brut aux matériaux achetés. Ils doivent tous répondre aux exigences du pays importateur. Au Vietnam, il y a actuellement plus de 200 000 hectares d'EVA, soit 22% de la superficie certifiée pour une gestion forestière durable, concentrée dans le groupe de caoutchouc du Vietnam. La production verte et durable est la seule voie vers un développement à long terme de notre groupe et de l'industrie de caoutchouc du Vietnam en général. Nous avons mis en place notre comité directeur du développement durable pour mettre en œuvre cette stratégie. D'ici 2050, le Vietnam vise à certifier 100% de ses zones de production de caoutchouc pour une gestion durable de forêt. Cette certification servira de base à toutes les usines produisant les produits en latex, en bois et en caoutchouc. Le Vietnam cherche également à mettre en œuvre la certification de la chaîne de traçabilité des produits, contribuant ainsi au développement vert et durable de l'industrie de caoutchouc. Située au nord du pays, la province de Bac Ninh compte plus de 170 produits de qualité certifiés dans le cadre du programme « À chaque commune son produit » au COP. Pour promouvoir efficacement l'écoulement de ces produits, il faut changer l'approche du marché en tirant parti des plateformes de commerce électronique. Nous en saurons plus. Voici une session de vente en direct de ce fabricant de céramique sur les plateformes d'e-commerce. Après seulement quelques sessions, des dizaines de ces rames de produits en céramique ont été choisies par de nombreux clients. Le coût des sessions de vente en direct est moins élevé que celui des autres méthodes de publicité. De plus, cela nous aide également à toucher plus de clients. Les entreprises doivent réfléchir attentivement aux méthodes de vente en ligne pour atteindre les bons clients. Il y a 2 ans, les produits au COP locaux étaient principalement consommés dans la province. Cependant, depuis qu'ils ont été vendus sur les plateformes d'e-commerce, ces produits ont atteint des clients dans tout le pays. Cela a considérablement augmenté les revenus des fabricants.
Selon eux, la certification OCOP a amélioré la réputation de leur marque, attirant plus de clients. De plus, les coûts du commerce en ligne sont inférieurs à ceux des méthodes de vente traditionnelles. Dans le processus de vente sur les plateformes de commerce électronique, nous avons rencontré de nombreuses difficultés. Les produits OCOP sont des produits de haute qualité avec des prix plus élevés, il existe donc une très forte concurrence sur les prix. L'un des obstacles au développement du commerce électronique est le manque de ressources humaines qualifiées, en particulier celles qui connaissent les technologies de l'information. Les jeunes ont un avantage considérable lorsqu'il s'agit de créer une entreprise. Les jeunes ont beaucoup d'énergie et sont très adaptables à la technologie. Les jeunes entrepreneurs ont également plus d'opportunités d'accéder aux technologies internationales. Au Vietnam, les revenus du commerce électronique ont atteint 25 milliards de dollars en 2023. Les habitudes de consommation ont considérablement évolué, passant des achats directs aux achats en ligne. En 2024, la province de Bắc Ninh se classait au 7e rang national dans l'indice du commerce électronique. Selon les experts, le domaine du commerce électronique recèle encore un grand potentiel, apportant à la fois des opportunités et des défis aux entrepreneurs à l'ère numérique. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 25 octobre. Après être entré en mer de l'Est, le typhon Chami montre des signes de renforcement, atteignant une intensité de niveau 10. Au cours des prochaines 24 heures, la tempête devrait se déplacer vers l'ouest à une vitesse d'environ 20 km/h. Le typhon devrait atteindre son intensité maximale d'ici samedi 26 octobre, avec des vents soutenus de niveau 12 et des rafales allant jusqu'à 15, soit l'équivalent d'une vitesse de vent de 183 km/h. Par la suite, il devrait faiblir à l'approche des eaux côtières du centre du Vietnam. Il est notamment prévu que la tempête change de direction, vire vers le sud et inverse sa trajectoire. Les navires opérant dans cette zone dangereuse, en particulier près des îles Paracel, risquent de rencontrer des vents violents et de fortes vagues. Selon le département de gestion des digues et de prévention et de contrôle de catastrophes naturelles du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, plus de 67 000 navires ont été informés de l'évolution et de la direction de la tempête. La ville de Da Nang a également constaté et guidé 26 navires avec près de 200 travailleurs en mer pour éviter ce typhon. Les hauts plateaux du centre abritent diverses communautés ethniques. Ces dernières années, le modèle des équipes de base de sécurité et de protection de l'ordre a été déployé avec efficacité, contribuant non seulement à l'assurance de la sécurité, mais aussi au développement socio-économique local. État de lieu dans une commune reculée de la province de Đắk Lắk. 11 membres de l'équipe de sécurité du village d'Ea Kring patrouillent à tour de rôle dans les champs de café en prévision de la saison des récoltes. Certaines années, chaque fois que la saison d'arrosage du café arrivait, les pompes à eau étaient volées. Mais depuis que l'équipe de patrouille a commencé ses fonctions, le village n'a connu aucun crime et les voleurs ne viennent plus. Les crimes liés à la drogue et à l'alcoolisme provoquent des troubles publics et les vols endémiques ont autrefois ravagé le village. Face à cela, les autorités locales ont créé l'équipe de sécurité du village d'Ea Kring en 2018. Composée principalement de résidents, l'équipe est devenue un exemple de maintien de la sécurité et de l'ordre dans les zones où vivent divers groupes ethniques. Cette équipe a fourni une aide importante à la police locale.
Elle sert de lien entre la communauté et la police locale. Les membres de l'équipe sont jeunes, énergiques et unis. Ils ont aidé les autorités à résoudre de nombreuses affaires. L'équipe de sécurité du village d'Eakring surveille aussi régulièrement les conditions de vie des ménages locaux. Ils ont fait des recommandations aux autorités supérieures, ce qui a abouti à la construction de nouvelles maisons pour les familles pauvres. Cet effort contribue grandement au programme visant à éliminer les maisons temporaires et délabrées dans le pays. Notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée, résumé en bref et en images. La 8e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale a officiellement débuté lundi 21 octobre à Hanoï et devrait se terminer le 30 novembre. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Chen Thanh-Mẫn, a souligné l'importance de cette session pour le processus législatif. Lors de cette session, l'Assemblée nationale consacre la majeure partie de son temps à l'élaboration des lois, à la supervision suprême, à l'examen et à la prise de décisions sur les questions socio-économiques et d'autres questions importantes. Elle examine et adopte 15 lois, 3 résolutions juridiques et commente 13 projets de loi. Des séances de questions au gouvernement sont également prévues. Lors de la 8e session, l'Assemblée nationale de la 15e législature a élu lundi 21 octobre Lung Kuang à la présidence de la République pour le mandat 2021-2026. Après son élection, le nouveau président a prêté serment sous le drapeau rouge à l'étoile d'or sacré de la patrie, devant l'Assemblée nationale, devant les compatriotes et les électeurs du pays. En ses nouvelles qualités, Lung Kuang a affirmé qu'il ferait de son mieux pour accomplir ses tâches, souhaitant que les organes de tout niveau, les localités et les citoyens vietnamiens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, lui accordent leur soutien pour qu'il puisse mener à bien les tâches qui lui sont assignées. Le 24 octobre, le secrétaire général To Lâm, également secrétaire de la commission militaire centrale, a accueilli à Hanoï Zhang Yuxia, le vice-président de la commission militaire centrale de Chine, en visite officielle au Vietnam. To Lâm a souligné l'importance de cette visite, qui a pour but de renforcer la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité. Plus tôt dans la journée, le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang avait présidé une cérémonie d'accueil officielle en l'honneur de Zhang Yuxia. À l'issue de cette cérémonie, les deux parties ont engagé des discussions et signé une lettre d'intention visant à renforcer la coopération en matière de défense, ainsi qu'un accord de coopération frontalière. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a effectué les 23 et 24 octobre un voyage d'affaires à Kazan, en Russie, pour assister au sommet des BRICS+, ayant pour thème les BRICS et les pays du Sud construire ensemble un monde meilleur. La conférence était présidée par le président russe Vladimir Poutine, avec la participation de 36 pays et territoires. Le chef du gouvernement a prononcé un discours important lors de la conférence élargie des dirigeants des BRICS 2024. Il a proposé 5 connexions stratégiques pour contribuer au renforcement des liens entre les pays des BRICS, notamment avec les pays en développement. Lors de ce premier voyage en Russie dans ses nouvelles fonctions, le dirigeant vietnamien a rencontré le vice-premier ministre russe Alexandre Novak et plusieurs autres personnalités russes pour promouvoir les relations bilatérales dans divers domaines. Le président de l'Assemblée nationale Chen Thanh-Mẫn a eu le 23 octobre à Hanoï un entretien avec le président de la Chambre des représentants de Malaisie, Tan Sri Dato Johari bin Abdul, en visite officielle au Vietnam du 22 au 25 octobre. Chen Thanh-Mẫn a affirmé que le Vietnam souhaitait promouvoir le partenariat stratégique avec la Malaisie, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement, de la technologie, du tourisme et de l'énergie. Les deux parties devraient porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 18 milliards de dollars.
Le Premier ministre Phạm Minh Chính a signé le 22 octobre une décision sur la création du comité de pilotage national sur l'élimination des logements temporaires et délabrés pour les ménages pauvres. Ce comité est dirigé par le chef du gouvernement lui-même. Il a pour tâche de prodiguer des conseils et de proposer des plans, des solutions et des méthodes spécifiques et efficaces pour que toutes les maisons temporaires et délabrées dans l'ensemble du pays soient supprimées d'ici le 31 décembre 2025. 5000 pas heureux. La marche pour les cancéreux vietnamiens a eu lieu le 20 octobre à Hanoï. Le programme a attiré près de 2000 patients et proches de patients. L'objectif est de sensibiliser au cancer, de diffuser l'esprit de vie positif et de transmettre le message « Vous ne luttez pas seul contre le cancer ». Des activités significatives comme celle-ci inspireront, encourageront et créeront une psychologie positive pour les personnes atteintes de cancer. Pendant les années de guerre, chaque lettre, chaque page du journal était un pont entre la ligne de front et les proches, un moyen de transmettre les pensées, les sentiments et les souhaits de paix des soldats de Hanoï sur le champ de bataille. À travers chaque ligne d'écriture, les soldats possédaient toujours de l'élégance et l'esprit romantique, même au milieu de champs de bataille féroces. Ils écrivaient toujours des lettres poétiques et des journaux pleins de charme. Les lettres témoignent du sacrifice, du courage, de l'amour de la patrie, de l'amour entre les couples et d'une foi éternelle au jour de la paix. Par conséquent, les lettres et les poèmes de guerre vivent toujours dans le cœur des Vietnamiens. Veuillez conserver cet anneau en papier, car il a de nombreuses significations. Deux cœurs s'embrassant vivront éternellement sans que le temps ne s'efface. Cette lettre a été envoyée le 19 juillet, la veille du départ de mon fiancé sur le champ de bataille. Telles sont les promesses faites par le soldat Trần Minh Tiến et la jeune fille Vũ Lưu Liên avant de partir combattre sur le front sud. Ils étaient camarades de classe au collège et ont commencé à s'aimer en 1963 lorsque M. Tiến a rejoint l'armée au régiment 102 stationné à Vĩnh Phúc. Durant leurs 5 années d'amour à distance, même s'ils se sont rencontrés que 20 fois, leur amour est resté inébranlable, nourri à travers des centaines de lettres et poèmes de guerre. Le 27 mai 1968, Madame Liên avait reçu la dernière lettre de M. Tiến avant sa mort pour le front de Khe Sanh à Quảng Trị. Dans la dernière lettre, il était écrit « Qui sait, peut-être que je ne reviendrai pas aujourd'hui. Toute ma vie a été consacrée à la patrie, donc je ne regrette rien. Je regrette seulement si cette lettre ne t'arrive pas et te laisse m'attendre. Il pense toujours à moi. J'ai rencontré ses coéquipiers, ils m'ont annoncé qu'il était décédé. Mais je n'arrêtais pas de me dire que peut-être il avait tout simplement disparu et qu'il reviendrait. Je l'attendrai toujours. Mais tout n'est pas comme je le pensais. Il est vraiment parti pour toujours. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. Je l'aimais beaucoup, donc c'était très douloureux pour moi. Les lettres de cette époque sont encore presque intactes. Les 109 lettres ont ensuite été transformées en livres, les lettres d'amour à travers la guerre par le colonel Đặng Vương Hưng. Je pense que c'est un couple typique, un jeune homme et une jeune femme qui s'aiment. L'amour en temps de guerre est très beau. Cependant, la vie et la mort sont toutes deux très fragiles. C'est l'amour du couple qui aide le soldat à surmonter toutes les difficultés, même à vaincre la mort et à revenir. Les lettres entre le martyr Tiến et Madame Liên ne sont que quelques-unes des milliers de lettres et de journaux de combat des soldats de Hanoï que le colonel Đặng Vương Hưng a collectés.
Les lettres ne sont pas seulement un point d'appui pour les soldats, mais aussi un lieu où les soldats de Hanoï peuvent mettre leur âme artistique dans chaque trait de plume. Même dans les circonstances les plus difficiles, les mots restent simples mais riches en émotions. Ils écrivent toujours des poèmes avec optimisme. Pour moi, Hanoï est une petite maison à côté d'un petit étang. La rue Nguyễn Du avec arbres au bord du lac, ce sont des souvenirs qui rafraîchissent l'âme. Extrait de 20 ans pour toujours du martyr Nguyễn Văn Thạc. Ces lettres sont des documents de soldats individuels, mais elles représentent aussi l'esprit de la capitale tout entière. Et lorsque le champ de bataille en a besoin, les soldats sont prêts à consacrer même leur sang et leur vie. De nombreux poètes et écrivains ont évoqué l'esprit immortel d'une jeune génération engagée dans la guerre pour protéger la patrie. Les soldats sont toujours prêts à protéger la patrie et la capitale. Les lettres deviennent des œuvres d'art à la valeur intemporelle, touchant le cœur des lecteurs des générations. Ces mots ne sont pas seulement un héritage culturel, mais aussi un symbole de la résilience, du romantisme et de l'esprit indomptable des soldats de Hanoï en temps de guerre. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.